Les Memphis Grizzlies, c'est parti pour cette preview tant attendue. Smile, qui est content, bien sûr. Alors, je vous le dis, moi j'aime beaucoup ces Grizzlies, donc vous êtes un petit peu en terrain conquis. Je vais quand même essayer de vous mettre en difficulté, ou en tout cas de manière moins de mauvaise foi, vous poser certaines questions peut-être un petit peu charnières pour cette saison à venir de la part de Memphis. C'est une équipe que j'aime beaucoup, par contre je vais pas m'en cacher, parce que je trouve qu'il y a un staff extrêmement rigoureux et très compétent, qui est très bon dans le développement des jeunes joueurs, qui est très bon également dans son scouting, qui va drafter des profils très précis. On sent qu'ils ont une fiche de joueurs, un profil de joueur un petit peu type sur lequel ils appuient, des joueurs qui rentrent dans l'identité de la franchise, une identité rigoureuse. On garde le grit and grind, hein. Je pense qu'il y a une filiation très claire avec cette équipe, qui en plus tactiquement est très intéressante. En plus de cette rigueur défensive, a vraiment des positionnements tactiques défensifs qui sont de haut niveau, tout simplement. C'est vraiment un plaisir de regarder la défense des Grises. Moi, c'est un match contre les Nuggets que je ne rate jamais, puisqu'en plus on a des belles oppositions de style entre les deux équipes, et ça fait souvent des étincelles, hein. On est parti plusieurs fois en overtime, une double overtime les saisons passées, des joueurs au cerveau bien formé également, nous dit Smile, et c'est assez vrai. C'est vraiment une franchise, je pense, enthousiasmante, et qui l'a été la saison passée. Ça a été une des belles surprises de la saison passé, qui commençait de manière un petit peu frustrante, il est vrai, avec l'élimination dans la bulle en play-in. Le premier play-in de l'histoire a été disputé notamment par les Memphis Grizzlies face aux Portland Trailblazers, on s'en souvient, des Portland Trailblazers qui étaient sur une énorme dynamique, contrairement aux Grizz qui, eux, avaient perdu pas mal de joueurs sur blessure, alors que Tom nous dit Jokic qui nous fume dans le clutch. Ouais, bah moi j'adore cette position, puisque c'est vrai qu'elle tourne régulièrement en notre faveur également. Pour ne pas vous cacher. Salut, c'est la première fois que je passe ici, nous dit Eni48. Vous streamez à quelle fréquence? En ce moment, on stream tous les midis des jours de semaine pour la reprise NBA, pour faire toutes nos previews de la reprise NBA. Donc tu pourras nous retrouver demain, encore après-demain, jeudi, vendredi, mais également lundi et mardi prochain à la même heure, midi 14h, pour les prochaines previews. Et tu peux retrouver toutes les previews qu'on a déjà faites sur YouTube, sur notre YouTube QI Basket. Donc n'hésite pas à aller voir ça, et n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses, et à nous follow si tu veux suivre tout ça. Et puis dans la saison régulière, on inventera d'autres formats, on essaiera d'être assez régulier. Il y aura des talk shows, il y aura des émissions qu'on va concocter avec mes amis rédacteurs de chez QI. Voilà pour le message pour Eni. J'espère que ça aura été clair pour toi et que tu pourras voir. Super, merci pour ta réponse. Eh bien, il n'y a pas de souci. On revient aux Grizzlies. Une émission du coup, bien évidemment... frustrante, une élimination frustrante, pardon, au premier play de la bulle face au Portland Trail Blazers, donc on l'a dit, et une saison qui commençait un petit peu difficilement, avec Valanciunas et Slow-Mo qui permettaient de rester à flot, mais avec quelques blessures. On pense notamment au Brooks, hein, qui n'était pas là. On pense notamment à Ja Morant, qui était un petit peu hésitant après sa saison en rookie. Début de saison n'était pas au niveau de la fin. Tom DH, mais aussi Tom Feller sur Twitter, c'est exactement ça, Smile, même s'il te répondra mieux que moi. Et donc, après ce début de saison un petit peu difficile, où Valanciunas vraiment portait un petit peu l'équipe sur son dos, le retour de Brooks faisait le plus grand bien, et c'est une équipe qui après certains runs, avec quelques runs, finalement, on commençait à ambitionner plus que ça. On pouvait voir aussi une seconde unit intéressante se dessiner, avec un coaching staff qui n'hésitait pas à responsabiliser les joueurs en sortie de banc. On pense à Xavier Tillman, on pense à Desmond Bane, surtout une des révélations de la saison passée. Moi, un joueur que j'ai adoré, hein, vraiment, Desmond Bane. Voir jouer, ça a été un plaisir de le voir. Mais aussi, on avait bien sûr du Melton, du Ty
Tyus Jones pour un backcourt assez défensif, les deux playmakers qui sortaient du banc et qui apportaient défensivement, une seconde unit qui step up, et du coup derrière un Ja Morant qui commence à se remontrer, à se remettre dans le rythme et petit à petit à progresser au shoot. Et bien les Grizzlies formaient une des belles surprises de la saison, avec des ambitions nouvelles, une position proche du play-in qui va être tenue jusqu'à la fin, et un super match pour finir cette saison et pour se qualifier bravement en playoffs face à Golden State en prolongation. Un match superbe dans le storytelling, avec une remontée extraordinaire de la part des Grizzlies sur une belle avance de Golden State qui finit en prolongation de manière très serrée. Finalement, Ja Morant et Dylan Brooks qui vont être héroïques dans le clutch. Vraiment un match à revoir, un super match de play-in pour l'enjeu et pour le scénario, et qui donc offre ces playoffs à ces jeunes Grizzlies. Des playoffs où ils tomberont bien sûr sur plus fort qu'eux, plus expérimentés qu'eux, en la personne de Rudy Gobert, de Donovan Mitchell et du Utah Jazz sur une saison assez historique en termes de net rating, qui réussiront malgré tout à prendre un match à l'agressivité, le premier match, avec certes l'absence de Donovan Mitchell, mais malgré tout il fallait aller s'imposer dans les contrées de Utah, et cette garce de Joe Ingles, nous dit Smile. Je ne pourrais pas infirmer cette affirmation, je suis assez d'accord. Tout ça pour dire que c'était une saison vraiment réussie pour les Grizzlies, qu'on n'attendait pas forcément là. Une des surprises de cette saison, avec notamment les Knicks, Atlanta, on va y revenir juste après, les Knicks dont on parlait hier, et que je vous invite à aller voir sur YouTube. Notre preview est disponible là-bas, bien évidemment. Vraiment une super surprise, ces Grizzlies qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui donc enthousiasment toute la ligue, qui ont un corps de jeunes super prometteur, et à qui on souhaite de réaliser, de réitérer ce genre d'exploit, qui reste malgré tout un corps très jeune, avec des potentiels à développer. Et on va voir que ça va être une des interrogations de cette preview, de se dire à quel point peuvent-ils réitérer cet exploit, à quel point le doivent-ils, à quel point peut-on en attendre d'eux, puisque, encore une fois, ce sont des jeunes joueurs, il ne faut pas oublier que le développement continue. Alors que 16-31 rentre dans le 5, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Avant de passer à la suite, petit shout-out à Camille, qui a écrit la preview et qui est bien sûr fan de ces Memphis Grizzlies, qui ne pouvait pas être avec nous malheureusement aujourd'hui, mais c'est un grand crève-cœur pour lui, je le sais. Mais un petit shout-out à lui qui a fait la preview, et puis une félicitation particulière à sa preview par rapport à son intro que j'ai adoré, qui est écrit avec passion, et on ressent vraiment l'esprit combatif des Grizzlies à travers même cette intro. Donc n'hésitez pas à aller lire tout ça. De toute façon, ces previews, vous savez, c'est pour aller un petit peu plus loin, ou bien évidemment faire vivre nos articles à l'oral, en vidéo, mais il y a des choses que vous retrouverez que vous retrouverez pas dans cette preview vidéo, qui bien sûr rentre plus dans le détail. Donc je vous invite vraiment à aller voir, à aller lire les previews. Alors que 16 nous dit: salut, je viens de chez le 6e homme. Eh bien bienvenue à toi, le 6e homme, qui nous a fait un raid sur notre premier live. C'était vraiment très sympa de sa part, et je vous invite, pour ceux qui ne connaîtraient pas, à aller voir ses vidéos YouTube, des vidéos YouTube de très bonne qualité. Bienvenue à toi 16, j'espère que tu trouveras ton bonheur également ici. Alors que Tom nous dit: big up à Cam. Bien évidemment, une intro bien Tennessee, bien grit and grind, exactement ça, et c'était un plaisir de lire ça pour ma part. On va passer au in and out, au départ, aux arrivées d'une intersaison extrêmement animée. Et alors là, je fais aussi un petit big up à Grizzlies France, qui a fait cette vidéo qui a été en même temps très, très drôle et très informative, où vous voyez qu'il va résumer tous les arrivées, les départs, les changements sur une petite feuille de papier comme ça. Le setup est incroyable de simplicité, mais pourtant c'est très efficace parce qu'on comprend tout bien. Je vais vous envoyer bien sûr le lien dans le chat. Si vous voulez avoir tout le déroulement de cette intersaison très animée du côté
de chez les Grizzlies, vous pourrez aller voir ce tweet et cette petite vidéo du compte fan des Grizz qui est très instructive. Moi, je vais pas rentrer autant dans le détail, je vous l'avoue, parce que c'était vraiment trop le bordel, donc je veux pas dire de conneries, mais je vais me limiter déjà au départ, aux arrivées, à lister ça et essayer de voir le pourquoi du comment ces choses-là et d'en parler un petit peu. Alors, dans l'ordre. Alors non, pas dans l'ordre du coup, parce que c'est l'ordre alphabétique qu'on fait. Alors que le 6e homme lance un raid avec un groupe de 15 personnes, merci beaucoup, bienvenue à tous et merci à toi, ça fait très 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 plaisir. Salut Nico, salut Smail, salut Max, bien évidemment, et la team, comment ça va? Ça va très bien, très heureux de vous retrouver, merci beaucoup pour ce raid, ça nous fait très 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 plaisir. On est à qui actuellement? On est au Memphis Grizzlies, on a fait l'intro de la preview des Grizz en disant que c'était une équipe très enthousiasmante de jeunes qu'on va suivre avec plaisir, et on parlait des arrivées et de l'intersaison. Merci à Jeanne au secours, incroyable pseudo. Merci à toi pour le follow. Let's go, ça tombe parfaitement. Et ben voilà, bon live à vous. Merci à toi encore une fois pour ce raid. On vous invite bien sûr, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas le 6e homme, à aller voir sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch. Du contenu NBA de qualité. Ça fait très plaisir de voir le contenu vidéo français s'élever comme ça. Et on vous invite à aller voir ça. Et nous, j'espère qu'on arrivera à en faire partie. Nickel pour Memphis, voilà, vous arrivez tous à temps pour Memphis, donc c'est super. Donc on va reprendre donc les départs du côté de Memphis. Grayson Allen fait ses valises, Sean McDermott également, John T. Porter, Justice Winslow et bien sûr Jonas Valanciunas. On va y revenir au départ de Jonas Valanciunas parce que ça va être un point intéressant sur ces Grizzlies la saison à venir, un point potentiellement négatif pour Memphis et quelque chose qu'il va falloir surveiller. Les arrivées, alors justement en échange de Valanciunas, arrivait Steven Adams en direction depuis les Pelicans, depuis la Nouvelle-Orléans. Jarrett Culver arrive également de Minnesota, ainsi que Chris Dunn, Carson Edwards, Zaire Williams et Yves Ponce notamment. Il y a encore 2-3 arrivées, il me semble, dont je ne parle pas parce qu'on ne va pas les évoquer. C'est des noms un petit peu moins connus, en tout cas que moi je connais beaucoup moins. Par exemple Aldama, Merrill, Otoru, ça je fais un petit peu l'impasse puisqu'on va moins en parler. J'ai eu l'occasion de me pencher sur le comparo Adams-Valanciunas pour la preview des Pels. Et c'est très difficile de jauger si c'est une win pour Memphis. T'en perds offensivement, c'est une certitude. Défensivement, tu gagnes peut-être un peu. J'imagine que c'est ça la suite de ton message. Greg, on va justement en parler. Il restait qu'une seule saison pour Valanciunas, nous dit Max. Très bon ajout de Max. Effectivement, c'est intéressant de pouvoir capitaliser sur cette seule saison qui reste pour récupérer quelque chose plutôt que le perdre pour rien. Et qu'il allait sans doute demander très cher. Bien, oui, c'est sûr que très cher, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une interrogation potentielle, donc c'était forcément une problématique potentielle. Vous parlez justement de Valanciunas, on va parler de Valanciunas tout de suite. Je vais un petit peu bouleverser mon plan. Mais on va parler du départ de Valanciunas. Cam, qui est plutôt positif vis-à-vis de tout ça dans sa preview, nous dit, et je pense à raison, que c'est aussi l'occasion de responsabiliser les jeunes. Alors, qu'entend-il par là ? Valanciunas, effectivement, est un joueur qui, sa dernière saison chez les Grizz, avait un haut taux d'usage, à raison, puisqu'il touchait pas mal de ballons post-bas, il prenait beaucoup de shoots. C'était aussi un vrai apport plus que bénéfique pour les Grizzlies qui avaient besoin, en plus du scoring de Ja Morant, de cet ancrage au scoring à l'intérieur et de ce scoring surtout régulier. On sait que c'était vraiment une valeur sûre, Valanciunas. En Fantasy League notamment, quel choix j'ai fait de le sélectionner, c'était magnifique la saison passée. 17 points, 12 rebonds de moyenne la saison passée, et vraiment cet apport très régulier sur lequel on pouvait compter offensivement. Comme nous dit, ce qui est bien avec ça, c'est que ça va forcément être des shoots qui vont être répartis sur les postes extérieurs, ou en tout cas, peut-être à l'intérieur pour Jaren Jackson Jr., dont on va également parler. C'est des choses en tout cas qui vont permettre aux jeunes de pouvoir potentiellement élever leur niveau, être plus responsabilisés, et donc dans le développement des joueurs ça s'entend.
ce sur quoi je suis assez d'accord. C'est effectivement quelque chose d'assez mathématique, avec un ballon qui ira moins à l'intérieur, puisque on n'attend pas la même chose de Steven Adams en comparaison de Valanciunas. Effectivement, on risque de voir du coup une répartition des shoots que prenait Valanciunas. Maintenant, c'est pas pour autant en fait que son apport va être comblé. Et là, on peut se poser la question, et je vous pose la question à tous les fans des Grizzlies qu'il y a dans le chat. C'est aussi ça qui fait l'intérêt de ces live preview, de ces preview live plutôt, c'est de pouvoir avoir les retours des fans directement. Est-ce que ça va pas être compliqué de combler cet apport de Valanciunas, au moins offensivement? Alors que Yokozuna nous demande si on a déjà parlé des Warriors. Oui, on a parlé des Warriors juste avant, mais tu peux aller sur notre chaîne YouTube et tu verras que, alors c'est pas pour tout de suite, il faut encore que je monte la vidéo, mais on repostera bien évidemment la rediffusion dans la soirée ou dans la fin d'après-midi. Même si ce n'est encore que la pré-saison, Adams est très satisfaisant pour l'instant. Présence physique dans la peinture, rebond, plutôt belle vista. Ça permettra à JJJ de s'écarter. On va reparler de Jaren Jackson Jr. juste après. Ça va être bien évidemment un gros point, un gros sujet pour ces Grizzlies. C'est pas une win si tu compares les deux joueurs, mais ça permet d'avoir Zaire Williams. Autre point qu'avance Nico, dont je n'ai pas salué la présence. Salut à toi Nico. Autre point intéressant, c'est vrai que dans les chances de Jonas Valanciunas, en plus de libérer du cap space pour les Grizzlies, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir récupérer un pic de draft assez haut qui leur ont permis de drafter Zaire Williams, qui, on va le voir, est un joueur à fort potentiel. Tom Craps, 91, qui nous follow, bienvenue à toi, tu rentres dans le 5 avec toute l'équipe, un 5 majeur des plus costauds à l'image de ces Grizzlies. Qu'est-ce d'autres messages dans le chat? La perte de JV est detrimental, on voit les anglicismes de Tom, pour l'affrontement contre des équipes qui ont des pivots offensifs. Il est physique et leur fait prendre des fautes. C'est vrai que Adams est incapable de faire ça. C'est vrai qu'on sous-estime un des aspects du jeu offensif pour la défense parfois, et notamment à l'intérieur, c'est qu'avoir un pivot qui peut jouer au poste bas, avoir un pivot qui peut avoir des moves et aller dans la peinture, etc., ça permet de fatiguer les pivots offensifs comme Jokic, par exemple, je peux absolument parler de lui, qui vont ça va les obliger à les faire travailler en défense, du coup ils seront plus fatigués en attaque, et puis surtout ça va leur faire prendre des fautes, et ça c'est vrai que ça peut être intéressant contre des grosses équipes, ou pour pouvoir sortir un joueur potentiellement de la rotation qui serait un match-up défavorable. Encore une fois, je pense à Jokic, parce que forcément à l'ouest c'est une des affiches qui est les plus serrées à chaque fois, comme je le disais en début de preview. Je suis pas un fan, mais j'aime bien la team. L'apport offensif sera obligatoirement reporté sur Jaren Jackson Jr. Il y a des grosses attentes sur lui cette année, complètement. Ça va être à Jaren Jackson Jr. de mettre les points de Valanciunas. Tout le monde semble se tourner vers effectivement le poste 4, très attendu, Triple J. Et donc on va faire la transition, vous m'offrez cette transition-là, le chat, et c'est pas plus mal, c'est même parfait. Jaren Jackson Jr., donc, qui revenait la saison passée, en fin de saison, d'une grosse blessure, qui revenait, un retour un petit peu compliqué pour Jaren Jackson Jr., qui notamment ne trouvait plus trop son shoot. On sait que c'est une de ses grosses forces, le shoot lointain pour pouvoir écarter les défenses. Il était un petit peu aussi emprunté dans l'agressivité, même s'il montrait une bonne volonté de ce côté-là du terrain. Jaren Jackson Jr. qui attaque sa dernière saison avant prolongation. Des prolongations en plus qui commencent à pleuvoir autour de ses compères de draft. On pense à Trae Young, on pense à Michael Porter Jr., on pense à Shai Gilgeous-Alexander, il me semble, si je ne me trompe pas, que ce sont tous un peu ses compères de draft. Alors là, ce sont pour les plus gros contrats, mais Jaren Jackson Jr. Devrait prétendre à un contrat élevé, au montant élevé. Il va donc devoir prouver cette saison, après une grosse blessure et une saison quasi blanche, qu'il mérite ce genre de contrat et qui peut être le stretch 4 défensif ou le stretch 5 même défensif qu'on a pu entreapercevoir.
Mimi.com, ça me fait très plaisir de te voir là, mec. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Grand plaisir de te retrouver. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? J'espère sincèrement qu'il ne va pas s'enfermer dans un rôle de pur stretch fort, justement, nous dit Smile, qu'il va me montrer un peu plus de skill dans sa palette. Il en a largement la capacité. Alors que je lis le message de Max. De toute façon, il ne faut pas déséquilibrer complètement le jeu et tout bâtir sur l'extérieur. Il n'y a pas de Curry à Memphis. L'intérieur doit être un secteur à ne pas négliger. Je suis d'accord, il est capable de shooter à 3 points en plus, il me semble, et montrer qu'il est possible de pénétrer, être une vraie menace. Salut mon vieux, un vrai plaisir de t'entendre ici. Moi aussi, vraiment, c'est un très 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 grand plaisir de te retrouver là. Jaren Jackson Jr. donc... Alors on va peut-être afficher du coup le 5 majeur parce qu'il y a des choses peut-être à discuter autour du 5. Alors je vais faire ça tout de suite. Ça me permet aussi de reprendre un petit peu mon souffle. Si mon OBS veut bien marcher. Voilà, excusez-moi, on a un petit souci technique qui commence à me prendre. Un 5 majeur donc que vous voyez qui est annoncé dans la preview avec Ja Morant bien évidemment sur le poste de meneur, Dillon Brooks à l'arrière, Kyle Anderson en 3, slow-mo, Jaren Jackson Jr. en 4, Steven Adams en 5. J'ai des questions par rapport à ça, notamment Desmond Bane. Desmond Bane, et vous allez voir, c'est très lié justement après à Triple J et sa présence dans le 5, notamment au poste de pivot. On a un trio derrière, alors Ja Morant est à lock bien évidemment, Dillon Brooks apporte énormément et on aurait tort de se priver de ses capacités à Memphis en tant que titulaire. Desmond Bane toque à la porte et a moyen peut-être de devenir titulaire. Est-ce que, pour vous, fans des Grizzlies, est-ce que c'est intéressant de l'imaginer rentrer dans le 5, peut-être en décalant Dillon Brooks en 3, en jouant small ball, en mettant peut-être Kyle Anderson sur le banc ou en faisant de lui un asset pour un trade, ça peut aussi être une possibilité, et de se dire que Jaren Jackson Jr. du coup irait plutôt en 5 à la place de Steven Adams. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Est-ce qu'on imagine Triple J en 5 ou pas? C'est une question que je voulais poser par rapport à ça, et par rapport notamment à la titularisation potentielle de Desmond Bane. Desmond Bane en 6-man plutôt sur la pré-saison. Kyle semble tenir le rôle de 6-man, nous dit Riton. Tom Anderson est 6-man cette saison visiblement. Alors on a deux choses potentiellement différentes. Brooks blessé pour les 3 premières semaines, on s'oriente vers un Ja Melton Bane sur le backcourt. Ça c'est intéressant. Personnellement je préférerais Slow-Mo qui sort du banc pour assumer le playmaking et Bane dans le 5 pour optimiser le spacing. JJJ en 5, je suis pas fan perso. J'aimerais bien voir. On a vous voyez, des avis un petit peu différents. Alors, ce qui remonte, c'est que Kyle Anderson, visiblement en 6-man, c'est intéressant, notamment pour son playmaking, du coup, qui assurait une seconde unit, un peu de liant offensif dans la seconde unit dans la seconde unit, de par son playmaking. Ben qui rentrera dans le 5, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner la blessure de Dillon Brooks pour le début de saison. Et donc du coup, on aurait, si Kyle Anderson va dans la seconde unit, on n'envisage pas, je regarde un petit peu le chat, d'ailleurs je vais pouvoir passer, faire la transition sur le chat pour que à la rediff YouTube vous ayez tous les messages. Un peu trop tendre en 5 pour Triple J. Voilà, moi c'est ma question, est-ce que, alors on n'a pas forcément besoin, hein, là je m'entortillais les pinceaux, mais finalement si Dillon Brooks est absent, ou même s'il n'est pas absent, on peut garder un backcourt Ja Morant, Desmond Bane et Dillon Brooks. Comme nous le disait, alors qui nous disait ça dans le chat? Voilà, c'est Smile qui nous disait qu'il préférait Slow-Mo qui sort du banc et Bane dans le 5 pour optimiser le spacing. On peut garder Jaren Jackson Jr. en 4 et Steven Adams en 5. Est-ce que néanmoins, voilà, moi je suis parti sur Jaren Jackson Jr. en 5 dans un small ball en décalant Kyle Anderson en 4 pour faire de la place
à ce trio d'arrière avec Desmond Bane et Dillon Brooks. Mais si vous me dites que Kyle Anderson passe en seconde unit comme 6e homme au playmaking, effectivement on peut maintenir Triple J en 4 en stretch 4 avec Steven Adams en 5. Donc ça, c'est effectivement une possibilité intéressante et c'est ce qui me semble se dessiner au vu de ce que vous me dites dans le chat. Ce sera pas plutôt Clark en titu, ça va manquer de taille avec JJJ en 5. Et effectivement, moi c'est là où je voulais en venir par rapport à Jaren Jackson Jr. En 5, c'est vrai que ça me paraît encore un petit peu soft, que ce soit dans son agressivité. On sait qu'au rebond, on sait que les rebonds ne sont pas sa qualité première et que du coup c'est un axe de développement pour lui. On sait également que voilà, dans l'agressivité, notamment défensive, et peut-être dans le physique, c'est peut-être un petit peu difficile pour lui de tenir des 5 plus imposants. Donc on resterait vraiment sur un stretch 4 pour Jaren Jackson Jr. a priori de ce que vous me dites. Et ça lance aussi un bel éclairage sur Kyle Anderson, le poste de Kyle Anderson qui, slow-mo, qui pourrait passer playmaker de seconde unit et peut-être six-man dans cette seconde unit, non pas dans un rôle de scoring machine, mais un rôle plus de playmaker. Pour moi, je ne pense pas JJJ en 5 au départ, même s'il le sera par séquence. Oui, voilà, c'est un petit peu tout ce qui est à ressortir du chat. Riton Tonnerre qui nous dit Clark perd petit à petit du temps de jeu après une dernière saison moyenne. En sortie de banc avec ses qualités d'energizer, il est idéal en complément de Tillman. Adams plus complémentaire à Ja, rôle mieux, meilleur en rebond, plus grosse gravité au cercle. Après la pause d'écran créée, plus de séparation pour Ja et moins de fautes offensives loin du ballon. Très bonne remarque de Tom qui nous montre aussi les qualités que peuvent avoir Steven Adams, notamment sur le pick and roll avec un Ja Morant. C'est clairement un apport qui peut être sous-estimé. Offensivement, bien sûr que Steven Adams ne remplira pas la fonction de Valanciunas comme point d'ancrage à l'intérieur pour le scoring, mais il peut malgré tout scorer sans forcément prendre vraiment le ballon et être intéressant au rebond et défensivement. C'était moi. Alors moi, je parlais de Jaren Jackson Jr. en 5, surtout par rapport à Kyle Anderson, mais c'est intéressant de voir que Kyle Anderson pourrait effectivement aller dans la seconde unité, répondre à des objectifs de playmaking. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, qu'en est-il du coup de Desmond Bane qui en tant que six-man, j'ai vu Cam notamment dans sa preview, parle de cette possibilité-là également. Qu'est-ce qui serait l'arrière? Quel arrière on pourrait titulariser à sa place dans le 5? Et est-ce que c'est souhaitable de garder Desmond Bane plus en six-man pour l'instant? Est-ce que en termes d'évolution de joueur, on le propulse tout de suite dans le 5 majeur, ou est-ce que c'est encore un joueur qu'on peut garder dans la seconde unité? Est-ce que c'est souhaitable pour vous, les fans des Grizzlies? C'est quelque chose qui m'intéresse dans le développement pur du joueur. C'est vrai qu'on le sait, et je vais peut-être revenir sur les previews pour voir un petit peu toute la ligne arrière qu'offre ces Grizzlies. On a du Tyus Jones, on a du Chris Dunn qui vient d'arriver, on a du Jared Culver qui peut être un pari tenté sur ces lignes arrière, on a du DeAnthony Melton. Comment cette hiérarchie à l'arrière s'organise-t-elle ou peut-être s'envisage-t-elle pour cette future saison si on sait que voilà, Ja Morant, Dillon Brooks et peut-être Desmond Bane sont quand même le trio à mettre en avant en priorité. Je vais attendre un petit peu vos messages dans le chat. En attendant, et on va revenir du coup sur cette question juste après, on peut aussi se poser la question, on le voit, il y a encore beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs. Cette équipe, malgré le fait qu'elle ait été la surprise de la saison dernière, une des surprises de la saison dernière, et qu'elle ait accroché le play-in et se soit qualifiée en play-off, il y a beaucoup de jeunes, on voit qu'il y a beaucoup de choses à développer, à créer autour d'eux. Est-ce que finalement on n'en attend pas trop d'elle en espérant qu'elle réitère ce qu'elle a fait la saison passée, où effectivement on a vu qu'elle avait le potentiel pour en même temps se développer et en même temps prétendre à de belles ambitions grâce à sa profondeur de talent, grâce à sa tactique défensive
très bien en place grâce au potentiel de ces joueurs. Est-ce que malgré tout, on reste pas sur une équipe qui a beaucoup de travail à apporter pour polir ces jeunes joueurs. Et est-ce qu'on se dit pas qu'avec une perte telle que celle de Valanciunas, qui pourrait être comblée avec Jaren Jackson Jr., est-ce que malgré tout le développement reste pas la priorité, et est-ce que malgré tout cette ambition compétitive n'est peut-être pas trop élevée? En tout cas, je pense qu'il est clair qu'on pourra être d'accord sur le fait que réitérer ce qui a été fait la saison passée, à savoir une place de play-in pour potentiellement se qualifier, est l'objectif le plus ambitieux pour la franchise. Alors, moi, j'espère, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, moi, la concurrence dans la conférence Ouest, ça m'arrange pas à la base, mais j'espère les voir potentiellement transcender cet objectif. Mais je pense que peut-être il serait de bon ton de mesurer un petit peu les ambitions à ce niveau-là, pour se dire que on reste dans une équipe de développement, et que malgré tout la priorité reste le développement, et que il peut y avoir du coup des matchs, des choses tentées et des matchs perdus dans cette optique, puisque la vraie timeline de cette franchise, ce n'est pas le win now bien évidemment, mais c'est avant tout le moyen long terme, pour des joueurs qui après en bonus peuvent acquérir de l'expérience en playoff. Je vais pouvoir revenir au chat puisque vous avez quelques interventions à faire. Cette année semble être une année de transition, la fin du développement de certains joueurs et commencer à attirer un gros joueur pour aller avec Ja et Triple J. Alors, attirer un gros joueur ou le développer en interne, ou peut-être à se suffire de ce duo-là, entouré d'énormément de second couteaux, de très bons role-players, c'est aussi une option. Tom qui nous dit Bane titue à cause du manque de playmaking intérieur si Kyle Anderson est sur le banc. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer Kyle Anderson sur le banc si on n'apporte pas ce playmaking en plus à la première unit. L'un des gros enjeux pour les Grizzlies va être de pouvoir développer tous ces prospects en leur accordant suffisamment de temps de jeu, ce qui va être compliqué en l'état et risque de faire quelques déçus dans le vestiaire. Alors ça, Smile, c'est un problème de riche quand on drafte bien, mais c'est un problème quand même, et je suis assez d'accord avec toi. À Denver, on avait aussi ce problème-là un temps. Les blessures, même si on n'en espère pas, peuvent parfois faire le cut. C'est parfois ce qui détermine en fait ce qui va être développé au détriment de qui, même si on n'espère pas que ça en arrive là pour les Grizzlies. Mais c'est effectivement aussi peut-être un problème pour se poser pour le FO, en se disant qu'on a beau bien drafter, on a beau bien développer les joueurs, il y a une limite à ce qu'on peut faire en termes de quantité. Et cette limite est peut-être déjà atteinte avec des joueurs qui méritent tous plus les uns que les autres du temps de jeu. Ça va être effectivement intéressant de voir qui est sélectionné par rapport à ça. Bane Titu et Anderson en 6e homme, j'aime bien, nous dit Nico. C'est vraiment l'orientation que prend a priori cette équipe. Donc c'est intéressant par rapport au starting five qu'avait présumé Cam dans sa preview. On peut dire 2-3 mots sur Ponce. Ah bah j'allais y venir. Alors, on peut dire 2-3 mots sur Ponce, nous dit Titouan. Sa signature en two-way contract est l'un des meilleurs moves post-draft pour moi. Le joueur fit parfaitement avec la franchise dans sa mentalité, son style de jeu et sa façon d'appréhender le basket. Je serais pas surpris qu'il joue plusieurs matchs avec de bonnes minutes. Pas forcément d'accord car je ne vois qui de cette... Tom nous dit, excusez-moi, j'ai du mal à lire ton message. Pas forcément d'accord car je ne vois pas qui de cette équipe sera moins bon que l'an dernier. Voilà, pardon. Genre Dunn, Culver ne craque même pas la rotation des 10. C'est bien possible. C'est là où je parle de blessures qui très souvent font le cut. Moi, je pense à Xavier Tillman l'an dernier, qui, alors vous me confirmerez parce que je suis pas sûr, je vois ça de l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à prendre des minutes, surtout parce qu'il y avait du monde de blessés devant lui. Donc ça peut aussi des fois faire la révélation de certains joueurs, mais après, encore une fois, c'est pas ce que je vous souhaite, amis Grizz fans. Moins il y a de blessures, mieux on se porte. On peut revenir sur Yves Ponce, on peut même plus globalement revenir sur plein de ces joueurs-là, peut-être qui ne se sont pas encore aussi bien montrés que Ja, que Triple J, que Dylan Brooks, que Desmond Bane. On peut penser à Zaire Williams, on peut penser à Tillman, on peut penser à Ponce, les deux Français, bien évidemment, Cocorico.
mais aussi Zaire Williams, hein, encore une fois. Comment est-ce que vous, les fans des Grises, vous imaginez le développement de tous ces joueurs, tous ces seconds couteaux? Tout à l'heure, Tom nous parlait de Dunn et de Culver qui, a priori, ne devraient même pas craquer la rotation. Je pense qu'effectivement, ils sont encore derrière dans ce processus de développement parce qu'ils ont déjà eu l'occasion de se montrer ailleurs et bon, on sait que ça n'a pas forcément donné les résultats attendus. D'accord, si Ponce prend les opportunités qu'il a et les exploite, qui sait, nous dit Smail. Alors on a un smile et un smail, alors j'espère que du coup je ne froisse personne avec ma prononciation. Il n'a pas de pression lui que du bonus, effectivement. Faut-il encore qu'il ait les opportunités? On espère pour lui qu'il pourra trouver quelques minutes. On sait que voilà, c'est un two-way, donc que la rotation devant lui est un petit peu stacked. Donc on va voir ça au cours de la saison. Zaire Williams, Titouan nous parle de Zaire Williams, était 8ème dans mon big board. Alors que je vais devoir remonter les messages du coup. C'est bien, vous êtes super actifs, j'en profite, du coup on reste sur Memphis. Memphis fait tellement un bon move en le draftant, sous-estimé parce que saison moyenne à Stanford, dont il est loin d'être le seul responsable, mais du QI basket, un vrai profil de bon ailier, de belles promesses à la création, il a tout pour être un bon ailier moderne. Alors, Tom qui répond à Titouan, mais je sais pas du coup à quel message il répond, mais si, ça doit être pour Zaire Williams. Il est parfait pour la seconde unité vu les intérieurs. Il est nécessaire d'avoir un haut niveau de guard play. Ah non, alors il parlait, je pense, peut-être du coup de Tyus Jones. Tom en répondant à Smile. Smile, 11 du coup. Autre personne du chat. Concernant Williams, je ne peux que vous conseiller son interview par Chris Vernon. C'est honnêtement de l'or en barre, il revient sur son année terrible à Stanford. Et pourquoi ce choix? Mais on y découvre aussi un jeune qui a déjà un plan sur 40 ans, une maturité incroyable et une intelligence rare à cet âge. 30 minutes de kiff et un bon moyen d'en apprendre autant sur le joueur que sur l'homme. Personnellement, je suis conquis, voilà pour ma propagande, je ne sais pas si je peux la linker ici. Alors je sais pas en termes de modération, pour l'instant je crois que j'ai mis j'ai pas mis de modération pour l'instant, donc je pense tu peux tenter de toute façon. Tu peux tenter, ce sera un bon test pour nous. Oh le bordel des pseudos, ah désolé, bah oui, mais il n'y a pas de problème, c'est pas grave, on vous accepte comme vous êtes. Et c'est vrai qu'il y a une belle hype sur Zaire Williams qui du coup pourrait prendre des minutes dans cette rotation, en seconde unité notamment, peut-être décalé en poste 4 du coup, ou alors Kyle Anderson en 4 et lui en 3 dans la seconde unité. Bon bah voilà, la vidéo de Smile est passée, donc on vous invite à aller voir cette interview de Zaire Williams. Qu'en est-il de Tillman? Qu'en est-il d'Yves Ponce du coup? Les gars, est-ce que vraiment on peut imaginer des minutes pour les deux joueurs français dans cette rotation qui devrait être un petit peu stacked quand même? Alors quoique au poste de pivot, c'est vrai que en pur pivot, Tillman semble être le backup derrière Steven Adams. Dites-moi si je me trompe. Voilà, tout simplement, dites-moi si je me trompe. Et puis on finira sur cette preview des Grizzlies. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour meubler en attendant vos réponses? Pas grand-chose. Est-ce que j'ai oublié un point dans ma preview aussi? Autre chose que je peux vous demander, une dernière chose pour conclure, par rapport à Ja Morant. Ja Morant, alors qui bien sûr évolue, et on a vu, moi ce qui m'a impressionné la saison passée, c'est son évolution au shoot notamment. Alors qui n'est pas fini, hein, bien évidemment, il a encore du travail pour rester constant là-dedans, mais on sent qu'il travaille son shoot de loin, et on sent qu'il a compris que c'était une de ses faiblesses, et que donc ça c'est toujours très intéressant de voir les joueurs se prendre en main à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on espère pour lui comme développement pour peut-être toquer à la porte du All-Star Game cette saison? Là on peut se hyper, vous êtes entre fans des Grises. Alors moi je dis pas que ce sera le cas, hein, parce qu'il y a de la concurrence les gars à l'ouest sur les postes de meneur et d'arrière. Néanmoins, imaginons, soyons dans la hype. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme développement pour qu'il puisse justement toquer à cette porte-là, au moins toquer à cette porte-là sans peut-être le devenir? Ouais, ça dépend, ça se joue entre W et Clark. Alors W par qui? Zaire Williams, j'imagine, tu entends? Je ne sais pas, je ne suis pas encore assez fan
des grises pour comprendre tous les acronymes et autres diminutifs. Smail. Donc, du coup, je vais le prononcer comme ça. Hein. Je sais pas, mais bon, on voit plus les highlights de Ponce. Et comme c'est du business, je pense qu'on le verra et c'est cool pour lui. C'est un poil plus spectaculaire que Gobert, quoi. Smail, du coup, qui est très highlight machine, qui est très dans cette hype-là. Beaucoup de concu, mais si plus de 20 points par match, plus au moins 50% de victoire, ça peut jouer, nous dit Riton. X, c'est Tillman. Ah oui, pour Xavier Tillman, j'imagine, bien sûr. Donc Xavier Tillman et Clark. Donc ce sera voilà. Donc ok, ce sera Brandon Clark, Xavier Tillman, la rotation au poste 5. Ce sera intéressant de voir si le Français peut faire sa place à ce niveau-là. Bon, vous l'avez vu, pour finir un petit peu cette preview, pour bilantiser, hein, même si je sais que ce n'est absolument pas un mot. On peut dire que les Grizzlies ont un vivier de talent certain, avec toutes les problématiques que ça pose. Qui aura 10 minutes, qui peut se développer, comment on organise les rotations en fonction. Je sais que dans sa preview, Cam parlait du fait que Kyle Anderson, slow-mo, encore plus qu'un second unit, qu'un leader de second unit potentiel, puisse être un asset dans un échange. On peut aussi imaginer, vu le nombre de jeunes joueurs à potentiel, qu'il pourrait être accompagné de pas mal de ces jeunes pour peut-être faciliter la hiérarchie et peut-être aussi ramener une troisième pièce dans ce duo qui semble se dessiner entre Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Ou peut-être ramener des vétérans plus pour améliorer la compétitivité et les ambitions de cette franchise autour d'un corps de jeunes qui serait plus défini. C'est en tout cas, je pense, une année un petit peu charnière dans la construction de l'équipe qui va permettre un petit peu de déterminer tout cela. Et de déterminer aussi, et ça va beaucoup dépendre, encore une fois, on parlait tout à l'heure de Golden State avec à quel point ça dépendra des performances de Klay Thompson au retour de Klay Thompson. Là, les performances de Jaren Jackson Jr. devraient également donner des indications au FO sur ce qu'il est possible de faire au mieux pour la franchise dans le futur. En tout cas, bien malin, celui qui, à l'heure actuelle, à l'instant T, pourrait dire quelle est la bonne solution pour ce roster, pour cette franchise, en termes d'orientation. Plus de régularité et d'agressivité au scoring de façon régulière, sa blessure à la cheville l'a beaucoup handicapé l'an dernier, Ja Morant, nous dit Tom en parlant du meneur. Plus de régularité, très clairement, c'est toujours, je pense, le problème des très jeunes joueurs. Hein, quoi qu'il arrive, la constance, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Et Ja ne fait pas exception à la règle, même si sur beaucoup d'autres points, il fait exception, il fait office de talent rare et de joueur avancé pour son âge. C'est quelque chose qu'il doit acquérir. Très bon ajout de la part de Tom. Sa blessure à la cheville aussi, c'est vrai que c'est un des autres facteurs qui déterminent malheureusement les saisons, mais on pense notamment à Jaren Jackson Jr., dont on espère qu'il ne se blessera pas pour justement qu'on puisse voir ce qu'il pourra donner et qu'est-ce qui peut être envisagé en termes de duo avec lui sur le terrain. Ah oui, par contre, je fais une erreur incroyable que Smile nous fait bien de relever. Tillman, pas français, hein, c'est plutôt Tilly. Oui, j'ai peut-être fait une grosse erreur là. Veuillez m'excuser. Voilà, ça sert à ça, d'avoir un chat actif. Merci bien. Vous avez tout à fait raison de me corriger. Kyle aura un rôle central, mais sa valeur marchande est au plus haut. Un trade est effectivement envisageable, même si j'ai peur que ce soit plus préjudiciable que le départ de Valanciunas, selon les assets joueurs récupérés. Très intéressant, Riton, ce commentaire de ta part qui donc suit un petit peu ce que pouvait dire Cam dans sa preview. Tom nous dit, et en défense, plus de résistance sur les écrans en point of attack, une meilleure lecture des écrans non porteurs et plus d'intelligence sur les post-up quand il est cible, pour encore parler du développement de Ja Morant. Smile qui utilise la commande YouTube que je n'ai pas encore paramétrée, donc excuse-moi, il a été le chercher, merci beaucoup. À toi. Oui, j'ai pas encore paramétré toutes les commandes de chat.
Mais ça ne saurait tarder. On débute un petit peu sur Twitch. Ça ne fait qu'une semaine. On a déjà pas mal géré quelques problèmes techniques, mais ça va se faire en se faisant. Et tu fais très bien de me rappeler ce potentiel développement. On va s'arrêter sur les Grizzlies. On aura pris assez de temps. Merci à vous dans le chat qui avez été très actifs. Ça a permis vraiment d'échanger et d'aller un petit peu au fond des choses. Ça a été peut-être un petit peu plus brouillon. Je m'excuse, étant aussi tout seul, c'est plus difficile de me repérer dans mon plan. Néanmoins, je pense qu'on a un petit peu adressé tous les points que je souhaitais voir avec vous pour ces Grizzlies, pour cette jeune équipe. On va pouvoir passer à la suite aux Atlanta Hawks. Encore une fois, grand merci à vous tous. C'était très cool d'avoir votre expertise. Alors que Smile rajoute, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus parce que c'est un message plutôt cool. Nous n'en avons pas parlé, mais cœur sur Melton également. Bah oui, cœur sur lui, ça fait partie aussi de ces joueurs quand même qui sont très sympas à avoir et à avoir dans un roster, j'imagine. Alors que nous, on va parler et on va passer au Atlanta Hawks.